Bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui, je vais revoir avec vous le dernier cours qui parle de la physiopathologie de l'ostéomyélite pour que vous ayez quelque chose de petit peu plus solide pour ce cours. Ok. Donc pour pouvoir comprendre la physiopathologie de l'ostéomyélite, il faut avoir des prérequis. Ce que je mets comme premièrement là, c'est un petit rappel. Donc, au niveau des os, nous avons deux types de cellules osseuses. Une qui sont dérivées, et qui sont formées, que l'on retrouve au niveau du périoste. Exemple, la cellule souche, la cellule progénitrice, l'ostéoblaste, l'ostéocyte. Et une autre qui est dérivée de la lignée leucocytaire des cellules sanguines, qui est l'ostéoclaste. C'est assez important pour pouvoir comprendre et ce qui va arriver lors de l'ostéomyélite. Premièrement, l'ostéomyélite est appelée aussi ostéomyélite hématogène. Bon, pourquoi? Parce que l'infection ne se retrouve pas, ne va pas directement, c'est une infection secondaire, donc, et elle ne va pas directement dans le site euh, de l'os, le site osseux. Et c'est pour ça qu'on parle d'infection secondaire et comme elle est amenée par le sang, on appelle ça ostéomyélite hématogène. La primo-infection va se faire au niveau de la gorge. Là, par exemple, nous avons les amygdalites. Ou encore, cette primo-infection, elle peut se faire au niveau de la peau avec l'impétigo. Le germe causal, le plus souvent, surtout si on a fait un impétigo, c'est le staphylocoque aureus. Bon, ensuite, la bactérie va laisser le site de primo-infection, la gorge ou bien la peau, il va passer transitoirement dans le sang. Ce passage est appelé bactériémie et il va venir se fixer au niveau de l'épiphyse. Alors, un petit rappel, vous avez ici l'épiphyse, plutôt le cartilage de croissance, qui, comme c'est lui qui fabrique de l'os, il est super irrigué avec les fameuses artères métaphysaires, artères épiphysaires. Donc, il est super irrigué. Donc, le sang passe plus facilement à ce niveau-là que dans les autres parties de l'os. Ensuite, les, ce cartilage de croissance, il travaille beaucoup plus au niveau du genou et au niveau de la hanche. C'est pour ça qu'on dit que cette infection, ça va surtout s'attaquer loin du coude et près des genoux. Près des genoux et loin du coude. À noter qu'avant un an, les capillaires perforent la plaque de croissance. Ainsi, vous pouvez avoir à la fois une infection au niveau de la diaphyse osseuse et une infection au niveau de l'articulation. Mais entre 1 an et 16 ans, il n'y a pas de communication. À ce moment-là, chaque entité, c'est-à-dire l'articulation et la diaphyse, vont conserver pour elles-mêmes leur infection. Bon, à partir de 16 ans, euh, tout le monde comprend qu'à partir de 16 ans, il n'y a pratiquement plus de plaques épiphysaires. Alors, l'ostéomyélite va passer par deux phases. Une phase aiguë et une phase chronique. Probablement la phase chronique. À la phase chronique, euh, l'os est attaqué. OK? Et il va attaquer aussi la lignée des ostéoclastes. Ainsi, pendant que l'os est détruit par l'attaque, il va perdre sa capacité de résorption. Donc, l'os va mourir, mais il va peut-être être régénéré, mais la partie morte de l'os va rester et comme elle n'est pas irriguée, elle va permettre à la bactérie de se développer. Elle sera à la clinique, il y a la douleur vive. On pense que cette douleur vive vient du fait que l'os est atteint et les structures réagissent par une douleur. Mais c'est une douleur vive qui ressemble à une fracture. Certains auteurs avaient parlé de fameuses fractures sans fracture. Et comme c'est une infection, nous avons une fièvre élevée, et le patient va se retrouver beaucoup plus en phase de thermogénèse. Donc, ça veut dire qu'il aura, il y aura une pâleur si c'est un patient de peau claire et ce sera accompagné de frissons. Maintenant, la paraclinique, la VS va être augmentée, mais la VS n'est pas réellement spécifique à une infection. La CRP sera augmentée et l'hyperleucocytose sera supérieure à 25 000.
Maintenant, la radiographie, et c'est là le problème, on pense à une fracture, l'enfant, on pense s'il a mal, c'est qu'il est tombé, donc il y aura toujours cette notion de chute, et on va faire la radiographie, on la trouve négative. Donc le patient, un médecin non avisé va passer à côté du diagnostic, il va plutôt penser à une infection bénigne et va donner des antibiotiques, mais pas en quantité suffisante. Bon, on verra ça plus tard dans le traitement. Maintenant, si la phase aiguë, OK, qui est quand même un petit peu discutable. Bon, OK, si la phase aiguë ne va traiter lors de la phase aiguë, on va rentrer dans la chronicité. Et la chronicité, c'est la formation. Ce pus-là va devenir, va augmenter parce qu'on se rappelle, là où il y a l'attaque, il n'y a plus d'ostéoclaste pour résorber la matrice osseuse et permettre au sang de rentrer avec les antibiotiques ou permettre aux globules blancs de venir. Donc, ce pus-là va surfuser et se retrouver entre l'os et le périos et donner à ce moment-là un abcès sous-périosté. Or, c'est le périos, comme je le montre là, c'est du périos que vont partir toutes les artères qui vont nourrir l'os. Ainsi, là où se trouve cet abcès sous-périosté, l'os va perdre sa vitalité, l'os va mourir. Et quand vous avez un abcès sous-périosté qui va occuper toute la diaphyse osseuse, on va parler à ce moment-là de point de diaphysite, et c'est toute la diaphyse qui va donc mourir. La clinique, maintenant la douleur, elle va s'éteindre en tache d'huile, on aura plutôt une douleur sourde et qui sera tout aussi intense. Vous allez avoir une fièvre élevée, mais on va avoir un enrichissement de la clinique avec une fluctuation et naturellement une augmentation de volume. L'implication sociale de cela, c'est que euh, on voit que l'enfant a une douleur, mais les parents ne trouvent pas que cette douleur a un rapport direct avec la façon dont la chute s'est faite. Okay? L'enfant n'est pas tombé, ce n'est pas une grosse chute, donc on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a ce genre de douleur. Et en plus, le membre est augmenté de volume. Okay? On appelle ça gros pied. Aïe. Donc, si l'enfant a un gros pied, c'est une maladie mystique. Ainsi, au lieu d'aller voir un responsable, un prestataire en soins, on va plutôt aller voir le Ougan ou bien on va plutôt aller dans les églises et faire des prières pour retirer le mauvais esprit, le mal, mort qu'on a envoyé sur cet enfant. Parce qu'on va toujours trouver des voisins, des voisines, des parents éloignés qui ne vont pas, qui ne vous aiment pas. Donc, comme ils ne vous aiment pas, ils s'attaquent à vos enfants. Voilà. Et ça va justement permettre à cette maladie de se renforcer dans sa chronicité. Ainsi, voici maintenant des radiographies qui vont nous permettre de mieux voir. Ici, vous avez l'os. Okay, j'essaie de trouver une loupe. Oui, OK. Là. Donc, si vous regardez bien, vous avez le périos qui a commencé à fabriquer de l'os, mais qui insère entre lui, justement, un os qui a perdu sa vitalité. Et cet os-là va s'appeler le séquestre. Donc là, c'est au début. Et on peut voir plus tard ce qui va arriver ici. Donc là, on voit bien le nouvel os formé par les tentatives du périos supérieur, c'est le nouvel os qui va insérer l'os ancien. Donc, voici le séquestre. Encore ici, alors, l'os qui est malade, c'est pas celui-là. Celui qui est en périphérie, c'est le nouvel os formé. C'est celui qui est au milieu, qui est le séquestre, qui a un problème. OK? Maintenant, si on ne traite pas ce pus va finir par sortir de la peau et former ce qu'on appelle une fistule. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, on se verra pour le suivi. Au revoir.